Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un document structuré avec Word. En l'occurrence ici avec Word 2016. Lorsqu'on démarre avec Word ou avec son équivalent dans le pack Office, LibreOffice ou OpenOffice, on utilise généralement les fonctionnalités entre guillemets artisanales. Ces fonctionnalités trouvent très vite leurs limites à partir du moment où on réalise un document relativement long qui doit être en plus structuré, par exemple un rapport de stage, un mémoire, voire une thèse. Dans ces cas de figure, il va falloir utiliser des fonctionnalités un peu plus avancées de Word et c'est le but de ce tutoriel que de vous les montrer. Les objectifs de ce tutoriel sont d'abord d'apprendre la mise en forme en utilisant la fonctionnalité de style, de numéroter hiérarchiquement les paragraphes ou les chapitres d'un document long, d'insérer des images entre guillemets proprement, d'insérer une légende à côté de ces images, insérer une note de bas de page, insérer un tableau éventuellement. Au niveau structurel, réorganiser un document avec le mode plan, sans avoir à procéder à des copier-coller souvent dévastateurs, insérer un en-tête et un pied de page personnalisé, numéroter automatiquement les pages, différencier la disposition des pages pour les adapter à l'impression, c'est-à-dire distinguer des pages droites, des pages gauches, des belles pages. Ce qu'on appelle des belles pages, ce sont des pages qui ne seront pas numérotées, qui sont généralement tout au début d'un document et tout à la fin. Insérer une table des matières, un index lexical et un index bibliographique, donc des références liées au texte. Le point de départ de ce travail, ce sera ce document brut, presque saisi au kilomètre, avec quand même des retours à la ligne. Ces retours à la ligne vont permettre de distinguer les différents paragraphes. En effet, un paragraphe, c'est un ensemble de mots et ou de lignes qui vont aller jusqu'à ce qu'on frappe sur la touche Entrée. On peut les visualiser grâce à cette icône, dite pied de mouche, qui permet de visualiser les caractères non imprimables du document. Par conséquent, un simple texte comme logiciel libre une introduction correspond à un paragraphe. Cette notion est importante puisque nous allons utiliser par la suite des styles de paragraphes. Le but sera d'obtenir un texte mis en forme sur ce modèle qui respectera une charte graphique que l'on se sera imposée avant de démarrer le document. Cette charte graphique, elle est ici. J'ai choisi arbitrairement 4 niveaux de titres et pour chacun d'eux, une mise en forme, police, couleur de police, structure du paragraphe, qui sera différente. Nous allons commencer par configurer la zone de style rapide qui est ici dans l'onglet Accueil. Je vais donc utiliser, conformément à la charte graphique que je me suis imposée, des styles dits recommandés, en l'occurrence le style normal pour le texte et les styles titre, titre 1, titre 2 et titre 3. Seulement, ces styles n'apparaissent pas en première ligne de ce menu. Je peux les voir apparaître ici en troisième ligne. Moins pratique. Je peux également, éventuellement, utiliser le volet latéral qui est ici, qui permet l'affichage d'un certain nombre de styles, dont les styles qui m'intéressent. Mais ce volet latéral est tout de même moins pratique que la zone de style rapide, que l'on va donc configurer pour faire apparaître en première ligne les styles que je souhaite utiliser. Pour ça, je vais cliquer sur l'icône Gérer les styles, et dans l'onglet Recommandés, je vois apparaître tous les styles recommandés qui existent dans Word avec un nombre à gauche qui correspond à une priorité d'affichage. Si je cherche un peu, je vais trouver en dernier les titres qui m'intéressent, en l'occurrence titre 1, 2 et 3. Je vais donc les remonter en première position. Pour cela, je les sélectionne
Et ici, donc je peux les monter, les descendre. Pour aller plus vite, je vais affecter une valeur. Par défaut, c'est 1. C'est ce que je souhaite faire, donc OK. Les 5 styles qui m'intéressent sont maintenant en priorité d'affichage numéro 1. Et en faisant OK, on voit qu'ils sont affichés maintenant en première ligne de mon menu style. Nous allons maintenant configurer chaque style conformément à la charte graphique. Cette charte graphique impose que tous les styles utiliseront une police Arial en bleu ou dans une couleur quelconque. Et en l'occurrence, pour le style titre, on impose des majuscules en gras, une taille 24, sans trait. On va donc commencer arbitrairement par le style titre. Pour le configurer, on fait un clic droit, modifier. La police Arial est déjà installée. On a donc ici la taille à modifier, le caractère gras, une couleur, par exemple ici du bleu marine. Le titre doit être centré. Et pour imposer les majuscules, on va dans Format, Police, Majuscule, OK. Lorsque l'aperçu paraît correspondre, on n'a plus qu'à faire OK. Et on voit que nos aperçus dans la zone de style rapide sont disponibles. Pour mettre en place un style à un paragraphe, on se positionne n'importe où dans ce paragraphe et on sélectionne le style à imposer. On peut ensuite effectuer le même travail pour titre 1. On voit que titre 1 est basé sur titre, c'est pour cela qu'il récupère un certain nombre de paramètres du style titre, notamment, entre autres, la police et la couleur. Concernant le style titre 1, on impose des majuscules, une taille 16, du gras, une trame de fond, des bordures et un espacement en dessous de chaque titre 1 de 12 points au-dessus et 12 points en dessous. Arial 16 gras, la couleur est déjà installée. Aligné à gauche, par contre, format paragraphe pour imposer l'espacement avant et après le paragraphe mis en forme avec titre 1. 12 points avant, 12 points après. Format, bordure. Ici, on va pouvoir installer une trame de fond, par exemple un bleu très clair, et des bordures, en choisissant le style, la couleur. Si on veut être un peu homogène, on reprend le même bleu, et on impose une bordure au-dessus et une bordure en dessous. OK. Ça a l'air d'être conforme, donc on fait OK. On peut ensuite passer à titre 2, modifier. Titre 2, taille 14, gras, italique, et un espacement de 12 points au-dessus et de 6 en dessous. Alors, 14 points, gras italique. La couleur est déjà bonne, alignée à gauche, et dans format paragraphe, on a déjà les 12 points avant et les 6 points après. Donc, OK. Même chose pour titre 3. Concernant titre 3, on demande une taille 12, du gras, un retrait de 2 cm à gauche, un espacement de 12 points au-dessus et de 6 en dessous du paragraphe. On solidarisera les 3 titres précédents avec ceux des niveaux inférieurs afin d'éviter des séparations sur cette page. On va donc devoir régler également cette contrainte. Clic droit sur titre 3, modifier. Arial 12, gras. On ne veut plus de majuscules. On va donc dans format police et on va décocher le forçage en majuscule. OK. Alignement à gauche. Dans format paragraphe,
et dans retrait espacement, on va imposer un retrait à gauche de 2 cm, supprimer ici le retrait de première ligne. Les espacements de 12 points et de 6 points sont déjà présents. Et ici, dans l'onglet enchaînement, on va pouvoir régler la solidarisation des paragraphes de niveau 1, 2 et 3 qui est demandée. La coche est déjà mise, donc pas de problème. Il ne reste plus qu'à faire OK. Et OK. Il ne reste plus qu'à configurer le style normal que l'on appliquera au texte. On impose simplement une police Arial, on taille 10 et on demande d'éviter automatiquement les veuves et les orphelines. Que sont les veuves et les orphelines? Eh bien, une veuve, c'est une ligne qui va être isolée en haut d'une page et qui appartient en fait à un paragraphe qui est situé dans la page précédente. Et une orpheline, c'est une ligne isolée en bas d'une page qui appartient en fait à un paragraphe de la page suivante. On va donc configurer le style normal avec ses paramètres. Donc Arial 10. Et pour les veuves et les orphelines, on va dans Paragraphe et dans l'onglet Enchaînement, on s'aperçoit que par défaut, la coche est présente. Il ne reste donc qu'à faire OK. Et comme le texte était à la base réalisé avec le style normal, le texte s'est mis à jour. Il ne reste plus qu'à mettre en forme les titres et les sous-titres du document avec les styles configurés. Pour au final obtenir quelque chose qui devrait ressembler à ceci. Nous allons passer maintenant à la numérotation hiérarchisée des paragraphes. Pour simplifier les choses, on affectera titre 1 au niveau 1 de la numérotation, le style titre 2 au niveau 2 de la numérotation, et enfin titre 3 pour le niveau 3. Pour réaliser cette numérotation hiérarchique, appelée également liste à plusieurs niveaux, on va ici aller sur définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Notre charte graphique impose des chiffres romains pour le niveau 1, des chiffres arabes pour le niveau 2 et enfin des lettres minuscules pour le niveau 3. Le menu qui apparaît par défaut n'est pas suffisant. On va donc cliquer sur le bouton plus pour faire apparaître toutes les options. Ici, on va trouver les niveaux de numérotation. Donc, au niveau 1, je vais affecter le style titre 1. Les réglages par défaut sont corrects, si ce n'est qu'ici, on peut plutôt placer un espace à la place d'une tabulation. On choisit les chiffres romains comme convenu, et sur cette ligne de mise en forme, eh bien, on va structurer la ligne un peu comme on le désire. Ici, je vais utiliser un séparateur point. On a un aperçu de ce que cela va donner. On effectue le même travail pour le niveau 2, auquel on va affecter le style titre 2, un espace, on choisit des chiffres arabes. De la même manière, je vais enlever la parenthèse pour mettre un séparateur point. Je vais me placer devant la numérotation du niveau 2 pour inclure un numéro de niveau 1 avec ce menu et un séparateur point. L'aperçu est ici. Même travail pour le niveau 3 auquel j'affecte titre 3, un espace après le numéro et comme convenu dans la charte graphique des lettres minuscules. J'inclus le niveau 1, un point, le niveau 2, un point. Voilà,
l'aperçu de ce que cela donnera pour une numérotation d'un titre 3. En faisant OK, normalement, tout est numéroté correctement. À ce stade, on peut déjà mettre en évidence la structure du document et surtout, on peut très facilement la modifier. Pour cela, on peut utiliser le mode plan disponible dans le menu Affichage sur l'icône plan. Pour y voir entre guillemets un peu plus clair, on va se limiter à nos 3 niveaux de paragraphes. À partir de là, on peut remanier complètement le document, le restructurer. Si je souhaite par exemple que mon premier paragraphe, la FSF et le projet GNU, passe après qu'est-ce qu'un logiciel libre, il suffit à la souris de le déplacer. Je peux bien évidemment le remettre en place comme je désire. Je peux également, avec ce mode plan, promouvoir ou abaisser d'un ou plusieurs niveaux un paragraphe donné. Si je décide par exemple que mon paragraphe 3 de niveau 1, qu'est-ce qu'un logiciel libre, devra être un sous-paragraphe de qu'est-ce qu'un logiciel, il me suffit de sélectionner la ligne et d'utiliser cette icône abaisser, qui signifie abaisser d'un niveau. L'icône complémentaire, c'est cette icône promouvoir. On remarque que la numérotation se rétablit automatiquement. Si je le remets en position, tout revient à l'état initial. Il suffit de fermer le mode plan pour revenir en mode page. Nous allons voir maintenant comment insérer cette image dans le texte, comment insérer une légende sous cette image, et nous allons également placer un texte alternatif, appelé également texte de remplacement, destiné entre autres aux personnes non-voyantes, sur cette image. Je vais d'abord placer mon curseur à l'endroit où je souhaite insérer l'image et je passe par le menu Insertion, Image. Par défaut, l'image est superposée au texte. Je peux commencer par modifier sa taille. Si je souhaite un habillage différent, je vais aller dans Options de mise en page en cliquant sur cette icône et choisir soit un habillage dit carré, comme celui-ci, ou rapproché. Si je veux avoir plus d'options d'habillage, je vais sur Afficher plus, Habillage du texte, et je peux par exemple augmenter légèrement la marge de droite et la marge du bas par rapport au texte. Pour insérer une légende, on va dans Références, Insérer une légende. Je peux inclure une étiquette de légende, par exemple ici figure. Si je n'en souhaite pas, ce qui est le cas, je coche Exclure l'étiquette de la légende. Une numérotation reste présente qu'on pourra supprimer par la suite. On saisit donc le texte de la légende, OK, et la légende vient se placer automatiquement sous l'image. Je peux modifier son format. Alors, pour ça, il faut savoir que lorsque on place une légende, un style légende devient disponible dans la barre de menu rapide. On peut donc, en modifiant ce style, augmenter par exemple ici un peu la taille, retirer le format italique, modifier éventuellement la couleur. Et à ce stade, je peux supprimer la numérotation qui est inutile. Il me reste à insérer le texte de remplacement destiné entre autres aux personnes non-voyantes. Ce texte sera lu par les logiciels de lecture d'écran que les non-voyants et les malvoyants utilisent. Clic droit, format de l'image. Sur cette icône, j'ai une option texte de remplacement. Il me reste
à saisir le texte de remplacement, qui est un texte qui va décrire le contenu de l'image et qui sera lu donc par les logiciels de lecture d'écran, de manière à ce que les non-voyants sachent ce que cette image contient puisqu'ils ne la voient pas. Je vais maintenant insérer une note de bas de page sur la page 3 du document. Elle sera relative à la part de marché qu'occupe Linux sur le marché des systèmes d'exploitation. Cette note de bas de page est repérée dans le texte grâce à un index chiffré. Ici, on voit un petit 1 qui fera référence à la note de bas de page proprement dite, qui sera insérée par Word dans une zone réservée tout en bas de cette page. Il faut d'abord placer le curseur à l'endroit où l'on souhaite insérer cette note de bas de page, ici après les utilisateurs finaux, et dans Références, on va cliquer sur Insérer une note de bas de page. La zone réservée en bas de la page est créée, et il suffit de saisir ou procéder par copier-coller éventuellement pour insérer la note de bas de page dans la zone réservée. On peut toujours la mettre en forme avec les outils classiques. Pour insérer le tableau de la page 3, il faut au préalable repérer combien de colonnes et combien de lignes il contient. En l'occurrence, il s'agit ici d'un tableau qui possède 2 colonnes et 6 lignes. On se positionne en fait à l'endroit où l'on souhaite insérer le tableau et dans Insertion, Tableau, on va à la souris simplement sélectionner en l'occurrence ici un tableau de 6 par 2. Le tableau se dessine sur la page au fur et à mesure. Il suffit ensuite de saisir le contenu pour, au final, obtenir ceci. La mise en forme est relativement aisée. On sélectionne le tableau en cliquant n'importe où dedans et on voit un petit carré qui apparaît en haut et à gauche de ce tableau, qui permet d'ailleurs de sélectionner l'ensemble du tableau. Lorsque le tableau est sélectionné, il apparaît un nouveau menu qui s'appelle Outils de tableau, constitué de 2 onglets, Création et Disposition, qui permettent de modifier la présentation et la structure du tableau. Dans Création, il suffit de choisir par exemple une des mises en forme prévues pour que le tableau soit transformé automatiquement. Nous allons procéder maintenant à une deuxième phase de structuration de notre document. Celui-ci comporte 2 parties. La première est constituée uniquement de la page de garde, qui ne comportera ni en-tête, ni pied de page, ni numérotation. La deuxième partie sera constituée de toutes les autres pages, qui comporteront donc toutes un en-tête, un pied de page, et seront toutes numérotées. La hiérarchie dans Word est constituée en haut de celle-ci du document, de l'ensemble du document. Ce document pourra comporter une ou plusieurs sections et chacune de ces sections pourra comporter une ou plusieurs pages. Concernant la section 2 qui contient les pages de contenu, on peut constater sur le modèle que les en-têtes sont identiques quelles que soient les pages. On va trouver dans un document des pages gauche et des pages droites. Par défaut, la première page du document, c'est la page de couverture, ce sera toujours une page droite. On va constater que selon qu'on est sur une page gauche ou sur une page droite, on va pouvoir, si on pense à la reliure, placer la numérotation à gauche sur les pages gauche et à droite sur les pages de droite. On peut également remarquer sur le modèle que sur les pages gauche, la marge de gauche est plus petite que la marge de droite et inversement pour les pages de droite, de manière à prévoir un peu d'espace pour la reliure. Il faut donc d'abord commencer par créer les 2 sections. Pour ça, on va utiliser
le saut de section disponible dans Word. On va se positionner après le contenu de la page de garde. On va dans Dispositions, Saut de page, et dans la partie Saut de section, on va cliquer sur Saut de section à partir de la page suivante. Si on visualise les caractères non imprimables, on peut constater ici par exemple que le saut de section est affiché. On a donc maintenant une première section avec la page de garde et une deuxième section qui commence à partir de la deuxième page. Pour la visualiser, on peut mettre en évidence l'entête en faisant un double-clic tout en haut de la page. On voit apparaître les indications de repérage des entêtes. Donc on a bien ici en-tête section 1, pied de page section 1. À partir de là, on a en-tête section 2, pied de page section 2. On a donc bien créé nos deux parties, nos deux sections dans le document. Nous allons maintenant pouvoir gérer la structure des différents en-têtes. Si on examine d'un peu plus près l'en-tête de section 2, on s'aperçoit qu'un bouton identique au précédent est présent par défaut. Ce bouton signifie que les en-têtes des sections 1 et 2 seront identiques. Ce n'est pas ce que je souhaite, puisque je ne souhaite pas avoir d'en-tête sur la page de garde. Entre parenthèses, je n'étais pas obligé de créer une section dédiée à la page de garde. J'aurais très bien pu conserver une seule section pour l'ensemble du document et simplement ici cocher l'option première page différente qui permet de différencier les en-têtes, les pieds de page et la mise en forme de la première page, donc de notre page de garde. Toutefois, dans beaucoup de documents, il s'avère que l'on n'a pas une, mais deux, trois ou quatre, voire plus pages qui seront différentes des pages de contenu, qu'on appelle des belles pages, qu'on peut également retrouver à la fin d'un document, et ce qui oblige évidemment à créer des sections différenciées. Je vais également devoir gérer les pages gauche et les pages droites du document dont nous avons parlé précédemment. Pour ça, j'ai une option page paire et impair. Donc les pages droites et les pages gauches correspondront à des pages paires ou impaires. Une page droite correspondra à une page impaire par défaut. Je vais donc, dans un premier temps, décocher l'option liée au précédent, de manière à ce que l'entête de ma première page soit indépendante de la deuxième section. On voit que le bouton identique au précédent a disparu. Et dans la section 2, je vais demander page paire et impair différentes. On voit que les intitulés ont changé. On précise qu'on est bien dans la section 2 et sur une page paire. La page 1 étant bien une page impair. Le bouton identique au précédent est revenu. Il faut donc vraiment forcer le passage. Et là, on voit que les pieds de page sont également différenciés. Il faut, de la même manière que pour les en-têtes, décocher lié au précédent pour les pieds de page pour obtenir ceci. Je vais maintenant pouvoir compléter les en-têtes en les saisissant ou par copier-coller. Je vais insérer le logo de l'université et je vais positionner tout ça avec la touche tabulation. Je vais augmenter un peu la taille du logo quand même. Voilà. Utiliser la couleur de la charte graphique. OK. Je vais devoir par contre recopier cette en-tête, en tout cas ce contenu, dans les en-têtes impaires, par copier-coller, puisque par définition, les en-têtes de page paire et impaires peuvent être différentes,
tant au niveau de la forme que de la structure. Voilà, les en-têtes sont complétés. Tous les en-têtes sont donc identiques dans la section 2. Par contre, on va différencier les pieds de page de la section 2 selon qu'il s'agira d'une page droite ou d'une page gauche. La numérotation sera placée différemment. Pour mettre en parallèle les notions de droite et gauche et de pair et impair, on peut utiliser une convention d'imprimerie qui est que les pages droites sont des pages impaires. Ici, la première page de la section 2 est définie comme paire. On peut modifier cette option dans Disposition, dans Marge, Marge personnalisée et Disposition. Et ici, on peut choisir l'option désirée. Je vais donc pouvoir insérer sur ce premier pied de page ma numérotation dans le menu Création d'outils en-tête et pied de page, bas de page, et il s'agit d'une page paire, donc d'une page de gauche. Je vais donc choisir une numérotation alignée à gauche. Par défaut, la numérotation est à 2 parce que en fait, on intègre tout simplement la page de garde dans la numérotation. Si je ne souhaite pas le faire, je vais aller dans Format des numéros de page et forcer le passage de la numérotation à 1. Par la force des choses, il a commencé par numéroter la page suivante. On va donc renouveler l'opération. Ici, en bas de la page, on va choisir une numérotation à droite. Voilà, les pages sont numérotées avec un alignement différencié selon qu'il va s'agir d'une page paire ou impaire. La différenciation des pages droite et gauche est également effective au travers des marges différenciées. Les marges intérieures seront plus importantes que les marges extérieures pour tenir compte de l'existence d'une reliure. Pour gérer cette option, on va aller dans Marge, Personnaliser. Par défaut, ici, on affiche plusieurs pages en mode normal. Dans ce mode, les intitulés des marges sont haut, gauche, bas et droite. Lorsque je vais choisir page en vis-à-vis, à ce moment-là, les marges droite et gauche seront appelées intérieure et extérieure. Je vais donc choisir une marge intérieure, qu'elle soit droite ou gauche, qui sera plus importante, arbitrairement 3 cm. OK. Et on peut voir que sur les pages impaires, donc les pages droites, la marge de gauche est plus importante et inversement, sur les pages paires, c'est la marge de droite qui sera cette fois-ci plus importante puisque c'est elle qui sera intégrée dans la reliure. Nous allons maintenant pouvoir insérer la table des matières de ce document que je vais placer sur une nouvelle page. Je vais donc insérer un saut de page manuel. Je vais lui donner un titre, table des matières, titre que je peux mettre en forme, pourquoi pas, avec un des styles préalablement créés. Pour insérer la table, on va dans Références, Table des matières. On peut utiliser un des deux modèles de table des matières automatique ou aller dans Table des matières personnalisée. Si je fais OK, la table des matières est créée automatiquement. On peut bien entendu revenir dessus pour la mettre en forme. Dans Tableau des matières personnalisées, cette manipulation permet de rééditer la table. On peut configurer un certain nombre de paramètres de forme, notamment par défaut des liens hypertextes sont créés. On peut, en décochant ici cette case, ne plus avoir de lien hypertexte. On peut choisir un autre modèle
classiques ou soignés. On peut décider du nombre de niveaux qui seront affichés dans la table. Par défaut, 3 niveaux, mais on peut se contenter d'un seul, pourquoi pas. Le menu options permet d'utiliser des styles qui ne sont pas les styles recommandés titre 1, 2 ou 3 dans la table. Voilà, ce qui permet d'intégrer n'importe quel style personnalisé dans la table. Si je souhaite assortir ma table au reste en termes de couleurs, je peux intervenir sur le bouton modifier pour modifier donc les styles de table des matières. TM signifiant table des matières niveau 1, ce qui correspond au niveau 1 de la table des matières. Et là, je me retrouve avec le menu que nous avons vu avec l'utilisation des styles. Je peux changer la couleur, par exemple, utiliser le bleu que j'ai utilisé pour les styles et répéter l'opération sur les 3 styles que nous avons dans la table des matières. Je remplace. Voilà. Après, le reste est affaire de goût. Je vais maintenant insérer un index lexical dans le document. Pour cela, je vais me placer sous la table des matières et je vais lui affecter un titre, index lexical, que je peux mettre en forme avec titre 1, comme je l'ai fait tout à l'heure avec la table des matières. Le premier travail va consister à marquer les entrées de cet index. Pour ça, je vais par exemple sélectionner Richard Stallman, que je souhaite intégrer dans mon index. Je vais aller dans Références et je vais faire marquer une entrée. Je clique simplement sur l'icône marquée qui va intégrer ce qui est dans la zone entrée dans l'index. Lorsque je clique sur marquer, il apparaît un marquage XE Richard Stallman. Je peux à ce stade sélectionner toutes les entrées de mon document en cliquant simplement sur la zone d'entrée pour la rafraîchir et en faisant marquer. Je vais intégrer Linus Torvalds, je rafraîchis, je marque, enfin GNU, et je peux fermer une fois que toutes mes entrées d'index ont été marquées. Il me reste maintenant à insérer l'index proprement dit en cliquant sur Insérer l'index. Ce menu me permet de mettre en forme cet index. Je vais, pour des raisons d'homogénéité de présentation, intervenir sur les styles de cet index, simplement sur index 1, puisque mon index ne va comporter qu'un seul niveau. Et je vais récupérer le bleu du document. OK. J'ai une préférence pour l'alignement des numéros à droite de la page. OK. Mon index est créé. Il est possible, lorsqu'il y a beaucoup d'entrées d'index, que les marquages XE soient gênants pour la mise en page du document. À ce stade, on peut, en allant dans Options, dans Affichage, on peut ici décocher Texte masqué et avoir décoché Afficher toutes les marques de mise en forme. On voit que le marquage XE des entrées a disparu. Ça facilite quand même la mise en forme du document. Il reste maintenant à insérer les références bibliographiques du document. Celles-ci sont données en bas de la page 4. On peut commencer par insérer les citations à l'intérieur du document.
par exemple ici concernant Richard Stallman, et la première référence bibliographique afférente à ce monsieur. Pour ça, on va aller dans insérer une citation, ajouter une nouvelle source, et on va insérer une première source, donc qui est de type ouvrage. L'auteur, c'est bien Richard Stallman. Le titre, c'est GNU Emacs Manual. L'année 2002. La maison d'édition, GNU Press. Et il nous manque la possibilité d'insérer le numéro ISBN de ce document. Pour accéder à cette rubrique, on va cocher Afficher les autres champs et ici, on va pouvoir insérer le numéro ISBN dans Numéro d'identification. OK. On voit que la citation a été insérée dans le document. On va évidemment faire ce travail pour nos 3 références bibliographiques qui seront ensuite insérées dans la bibliographie de fin du document. Je vais lui mettre un titre, bibliographie, mise en forme avec titre 20. Et ici, si je retourne dans références, je peux gérer les sources que je vais vouloir insérer. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais j'ai ici toutes les sources disponibles dans le document et celles que je vais vouloir faire apparaître dans la bibliographie. Il ne me reste plus à ce stade que dans Références, Bibliographie, insérer la bibliographie. Celle-ci, pour l'instant, ne contient qu'une seule ligne et il me reste à insérer les 2 autres références qui sont fournies pour obtenir au final cette bibliographie qui utilise le style APA, qui est un des styles de bibliographie les plus utilisés avec les styles ISO. On peut mettre en forme cette bibliographie manuellement avec le bleu du document. Il reste ensuite à remettre à jour la table des matières. Pour ça, clic droit, mettre à jour les champs. On peut mettre à jour uniquement le numéro de page. Ici, on va mettre à jour toute la table, puisqu'on a rajouté un index lexical et la bibliographie. Pour terminer, un petit bonus final sur l'insertion du nombre de pages dans la numérotation de celle-ci. Par exemple, ici sur la dernière page, j'ai inséré simplement le numéro de page. En allant dans numéro de page, bas de page, et j'ai inséré donc une numérotation à droite. Si je continue un peu plus bas dans le menu, je trouve des possibilités de numérotation des pages qui incluent le nombre de pages, du style page 1 sur 1, comme c'est le cas ici. Je peux donc supprimer la numérotation que j'avais insérée pour insérer une numérotation de ce type. Donc ici, à droite. Page 5 sur 7 par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un décalage de 2 dans la numérotation. La dernière page devrait être page 5 sur 5. On va donc devoir intervenir directement sur les champs. Pour ça, il faut les afficher, les éditer, avec un raccourci qui est Alt F9. On peut visualiser les 2 champs, le champ page qui correspond au numéro de la page et le champ num page qui correspond au nombre de pages. C'est sur celui-ci qu'il va falloir intervenir. Je vais le sélectionner et je vais le couper. Et je vais insérer un nouveau champ. Un champ s'insère dans des accolades qu'on insère automatiquement en faisant CTRL F9. Et je vais réinsérer mon champ à l'intérieur. Et à l'intérieur des accolades que j'ai rajoutées,
je vais corriger mon champ et ici je vais soustraire 2 puisque j'étais à 7 pages au lieu de 5. Voici le champ corrigé égale numpage moins 2. La correction est faite, je n'ai plus qu'à réafficher les valeurs en faisant à nouveau Alt F9. Je dois bien évidemment répéter cette opération sur les pages paires. L'insertion des numéros de page et du nombre de pages peut également être réalisée directement en passant par ce chemin, insertion d'un champ, et on peut voir dans ce menu tous les champs que l'on peut inclure dans une page Word. On voit par exemple ici le champ d'une page, celui qui correspond au nombre de pages, et le champ page que l'on a pu voir dans le document qui est ici. Voilà, cette fois c'est terminé. À bientôt.